partager sur notre expérience. Je pense que c'est le futur du travail. Donc, effectivement, c'est intéressant de donner quelques pistes aux autres qui veulent essayer. Donc, pour ce qui me concerne, donc, vous l'entendez bien, je suis italien, mais je suis en France depuis 25 ans. À Montpellier spécifiquement. Pour la plupart de mon expérience, j'étais dans une grosse entreprise américaine où j'ai été un des tout premiers à travailler à distance. Donc, j'étais en remote déjà en 2001. Premier employé à avoir un contrat officiellement remote, je pense que c'était en 2002. Donc voilà, le monde vient plutôt dans mon sens. Et en 2020, novembre 2020, on a créé avec Luciano et Sébastien, mes deux cofondateurs, qui sont en Argentine, à Buenos Aires, Before.ai. Donc, Before.ai, on fait de la cybersécurité prédictive. Donc, c'est comme le météo, mais pour l'informatique. Donc, on est capable d'identifier les sources d'attaque informatique en moyenne 3 semaines avant l'attaque. Et Before.ai est né depuis l'inception comme société distribuée. Donc, nous n'avons aucun bureau, aucun lieu physique. Aujourd'hui, après 3 ans, Before.ai est en pleine croissance. On est 42 personnes distribuées en 17 nations, 22 nationalités représentées dans l'équipe, presque 50% de femmes, donc extrêmement diverses. Et la plupart de notre développement initial s'est fait pendant le Covid. Donc comprenez bien pourquoi ça a été automatique pour nous de choisir cette route, mais c'était aussi un peu l'idée qu'on avait en termes de développement de société, parce que voilà, moi je n'avais pas quitté la société précédente pour revenir au bureau, ça c'est sûr. J'ai jamais eu une équipe locale, donc depuis que je suis devenu manager, mon équipe a été distribuée sur plusieurs sites, dans plusieurs nations. Donc j'ai eu la chance d'apprendre à faire la gestion distribuée. En fait, je ne sais pas, ou j'ai jamais eu l'expérience de gérer une équipe locale de personnes. Donc voilà, donc je connais que ce modèle. Et donc, je n'aurais pas pu faire une société d'une manière différente, mais voilà, c'est vrai que dans une grosse boîte, j'ai eu la possibilité d'expérimenter plus, avoir beaucoup plus de support autour, ce qui m'a aidé aussi à comprendre les choses qu'il ne faut pas faire quand on travaille en mode distribué, et donc des erreurs à moins pour la croissance de Before.ai. Alors, déjà, nous, on est un peu à l'extrême, même pour les boîtes qui font du remote, et moi, j'aime pas d'ailleurs ce mot remote, parce que dans notre cas, certainement, j'appelle plutôt distribué, parce qu'on n'a pas un lieu central duquel on peut être distant, parce que remote, c'est plutôt distant. Et nous, on est un peu extrême parce qu'on fait de distributed work, mais on fait aussi de work from anywhere, c'est-à-dire l'équipe peut travailler d'où elle souhaite. Et on va encore au-delà, on a un single pay global. Donc, ça veut dire qu'une personne peut passer d'un pays à un autre sans impacter le coût pour Before.ai, mais en changeant les paramètres de taxation, etc. locales. Donc, c'est plutôt eux qui en sont impactés, mais on leur permet. Donc, il y a des gens de France qui se sont transférés en Allemagne, des gens en Inde qui viennent en Europe, etc. Donc, on a les 3 éléments qui sont un peu il faut pas avoir les 3, hein, donc ça, c'est pas obligatoire. Mais dans notre cas, on a effectivement l'extrême qui est fully distributed, work from anywhere, et single pay package. Comme je disais, ça a été vraiment un choix assumé. Avant même de créer la société, on avait décidé que Before.ai aurait ce type de configuration, et donc on s'est structuré avec ce qui, je pense d'ailleurs, c'est plus simple que transformer une société hybride en complètement distribuée. Partir de zéro et créer quelque chose de complètement distribué, ça permet de sélectionner les gens en fonction, d'avoir les process, d'avoir la culture, etc. Donc nous, on a commencé à travailler avant de créer l'entreprise en octobre 2018, et l'entreprise a été créée en novembre 2020. Donc là, on est 3 ans et quelques mois. Alors, je dirais que donc la réponse rapide, et c'est plus simple. Donc nous, on a 0 problème à recruter. On a des pipelines de recrutement qui sont full, parce que justement, on ne se limite pas dans une zone géographique en termes de recrutement, mais on recrute partout dans le monde, et aussi en France, partout en France. On a un superbe ingénieur qui est dans un petit lieu paumé à côté de Mende. Moi, j'habite dans un village au milieu des vignobles en Occitanie. Voilà, ça ne pourrait pas se faire autrement. Cela dit, il faut de l'intention. Voilà. Donc ça, c'est que je pense c'est très spécifique à les sociétés complètement distribuées, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait avec une intention. Donc ça veut dire il faut avoir une culture dans laquelle on prévoit les choses, une culture dans laquelle on s'organise pour, et on laisse très peu de marge, je dirais, sérendipité,
quand on la souhaite, et on crée de l'espace pour faire ce type d'activité. Mais sinon, autrement, voilà, il faut être organisé. Il faut avoir une structure dans ces Slack channels. Il faut avoir une organisation du temps qui fait que les gens qui sont sur plusieurs time zones puissent se retrouver à un certain moment de la journée pour faire des stand-up meetings, etc. Donc, je ne dirais pas que c'est plus compliqué, c'est juste que voilà, il faut savoir le faire avec intention. C'est d'ailleurs justement une distribution des centres décisionnels, même dans la vie de l'entreprise. Donc, effectivement, je dis par exemple, on a une routine qui est le daily coffee, donc où chaque jour il y a à peu près une dizaine de minutes partagées à niveau de toute la société, où qui se sent peut se présenter, avoir une conversation un peu comme si on était côté d'une machine à café réelle. Et ça, c'est moi j'y vais d'une manière très aléatoire. Moi, je voyage beaucoup, j'ai énormément comme vous pouvez imaginer, de rencontres avec clients, prospects, investisseurs, et ainsi de suite. Donc, mais la routine, elle avance sans moi depuis maintenant 3 ans. Voilà. Donc, oui, peut-être au moins je l'avais lancé, mais ça a évolué et chaque fois que je me présente est un peu différente. Et c'est pour moi aussi une découverte. Et je pense qu'on a aux alentours entre le 20 et le 30% de la société présente sur chaque virtual meeting. Une semaine où toute l'équipe est réunie. Nous, on souhaiterait le faire 2 fois par an. Pour l'instant, on l'a fait 1 fois par an, juste pour des questions logistiques et autres. Mais je pense qu'en 2024, on le fera 2 fois. Et donc, tout le monde se réunit. Le dernier, on était à Tarragona, côté de Barcelone. Et il y en a donc là un séminaire où on organise bien sûr le temps pour mieux en profiter de cette présence. Mais on a parlé de Virtual Coffee, on a un all hand, all staff mensuel, remote. On a un rituel, mais ça c'est, je dirais, quelque chose que toutes les sociétés normalement devraient faire, qui est voilà, début semaine, tout le monde déclare les objectifs pour la semaine et en fin de semaine les achievements. Donc il y a un peu des messages dans des canaux Slack spécifiques. Je dirais que ça, c'est les trucs les plus particuliers. Après, je dirais pas qu'en général, une société distribuée beaucoup différente d'une société full office. Il faut juste réfléchir, par exemple, l'horaire de l'Hollande. On le fera aux alentours de 14 heures parce qu'on a des gens qui sont à Dubaï, des gens qui sont en Inde, des gens qui sont aux US. Donc, il faut s'assurer d'avoir la participation maximale. Je dirais plutôt qu'on essaye de pousser... et encore une fois, ce n'est pas obligatoire de le faire, mais nous, on a décidé de le faire, le fully async. Donc, ça veut dire qu'on essaie de limiter le nombre de ces réunions où tout le monde doit être présent en même temps. Et donc, ça devient plutôt l'exception. Donc, pour nous, les réunions synchroneuses sont l'exception. Il faut les justifier. En général, on fait des réunions offline. Je pense que tout se joue sur la définition de confiance. Tout le monde parle, en général, on dit qu'il faut gagner la confiance des autres, ou il faut que l'employé doit gagner notre confiance. Je pense que ça ne marche pas en mode distribué. Déjà, d'un côté, je pense que la confiance, ça se transmet pas en manière, disons, dans l'Ethereum, hein, dans le réseau. Et deuxièmement, on n'a pas le temps de le faire. Donc, moi, j'assume la confiance. Donc, ça veut dire que quelqu'un est recruté chez Before.ai, il commence avec 100% de confiance, qu'il peut perdre, par contre, très rapidement. Et donc, ça génère de l'accountability, ça génère de la responsabilité, de l'engagement, parce que les gens savent qu'ils sont déjà au maximum de niveau de confiance et peuvent en réduire. Et tout le monde sait qu'une fois que tu perds la confiance, tu ne la récupéreras pas. Donc, d'ailleurs, si on y pense, c'est un peu logique. Si on recrute quelqu'un pour l'amener dans l'équipe, ça veut dire qu'on a la confiance qu'il fera du bien. Donc, si on a de confiance dans les autres et on part avec l'esprit que chaque matin, tout le monde se réveille pour donner son mieux à la société, eh bien, on n'a pas besoin de mesurer l'engagement minute par minute. On n'a pas besoin de faire du micromanagement. On est déjà dans l'esprit que tout le monde est en train de donner son mieux. Si on sent le besoin de contrôler quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas le bon employé pour l'entreprise. C'est absolument un management par l'output, pas par le how. Donc, on discute sur qu'est-ce qu'il faut livrer et dans quel temps. Et après, on laisse la liberté à chacun de le faire à leur sauce, dans la distribution de temps qu'ils pensent la plus efficace. Et
et sachant qu'on est en work from anywhere, mais aussi en flex en termes de temps, ça veut dire que voilà, les gens peuvent s'organiser, de travailler le samedi et le dimanche s'ils le souhaitent, et après prendre 3 jours de congé, entre guillemets congé, d'absence, la semaine d'après. Donc c'est une flexibilité totale. Encore une fois, on peut le faire parce qu'on a recruté des gens avec ce type d'esprit. Il n'y en a aucun qui en a legacy, entre guillemets, d'une approche recrutement en bureau qui doit être suivie, etc. Et je me sens de dire que souvent, les gens pensent que les jeunes sont celles qui auront plus de problèmes. Nous, on a eu pas mal d'apprentis, encore une fois, sélectionnés sur certaines compétences et attitudes. Et on est très content, on les a, oui, je dirais tous renouvelés en CDI. Donc, ce n'est même pas une question d'expérience, c'est vraiment une question d'attitude et de compétences des individus. Ouais, alors, déjà, on continue dans la série des spécificités de Before.ai. Nous, on n'a pas de manager. On a des functional leaders qui managent des projets ou qui gèrent des initiatives, des groupes de personnes autour d'une initiative, mais qui n'ont pas le côté people management, donc tout ce qui est gestion administrative, gestion des performances, gestion de la paye. Tout ça est concentré dans notre équipe et talent qui donc gère les individus, donc le pool d'individus en part entière et bien sûr en collaboration avec le functional leader temporaire, parce que quelqu'un peut rester sur un projet pendant 6 mois et après passer sur un autre projet qui a un autre functional leader. Mais cela dit, et ça revient un peu sur tout le monde est recruté avec déjà un filtre sur nos valeurs de société. Les valeurs de la société, entre autres, ils ont sharing, worldwide thinking, il y a be one step ahead, c'est toutes des valeurs qui sont conductives à une équipe distribuée. Et donc, automatiquement, tout le monde est déjà, disons, dans le formatage qu'il faut. Et après, on est surtout sur voilà, une structure sur les objectifs, les OKR, les processus d'encadrement, plutôt que laisser à l'individu, disons, de devoir savoir gérer en one-to-one, etc. D'abord, il faut être très honnête avec soi-même et être très transparent. On peut être, je pense, une société complètement full office et trouver des gens. Bien sûr, c'est plus limitatif parce qu'il faut les trouver dans les 30 km autour de son bureau, mais je pense qu'il ne faut pas forcer quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne veut pas faire. Donc, ça ne va pas durer longtemps et ça va créer juste de la dissatisfaction, des coûts, etc. Par contre, si on l'assume, donc on veut faire distribuer à la limite de l'hybride, encore une fois, être très honnête et transparent dans la job description déjà. Donc, c'est inutile d'attraire des gens qui on sait déjà ne seront pas compatibles avec la boîte. Donc, mettons le range de budget pour ce job, mettons si c'est hybride, quel est honnêtement le besoin. C'est inutile de créer une attente qui ne sera pas satisfaire. Donc, mieux vaut ne pas perdre le temps à faire des entretiens pour des gens qui vont pas s'épanouir dans la boîte. Après, une fois qu'on a passé ce cap de transparence et de lisibilité de ce qui est notre boîte, je pense qu'effectivement, il faut s'assurer que les gens qui pensent être compatibles le soient. Et donc ça devient ce qu'il faut mesurer, c'est une adhérence à la culture de l'entreprise, il faut mesurer une capacité d'autonomie, de self-leadership. Et ça, on le fait soit en leur demandant toute une série d'exemples concrets de quand ils ont démontré ce type de self-leadership ou d'autonomie, ou en faisant du background check, en discutant avec des gens qui ont travaillé avec eux. Moi, j'ai une question que j'utilise souvent, qui n'a pas d'ailleurs une réponse correcte ou mauvaise, mais la question est, dis-moi comment, si je parle avec ton manager, il va décrire l'environnement dans lequel tu peux donner ton mieux. Et là, on découvre, les gens, voilà, ils vont décrire comment l'environnement dans lequel ils opèrent peut être idéal. Et donc, à nous de savoir, après, mesurer si ce environnement idéal, c'est quelque chose qu'on peut reproduire et compatible avec la culture complètement distribuée ou pas.
on n'a pas des gens qui savent travailler en bureau. Après, on l'a décidé. Donc, est-ce que ça nous apporte un manque de quelque chose? Je ne pense pas. Donc, on l'assume sans problème. Mais on fait une sélection. Donc, on exclut les gens qui peuvent travailler qu'en physique. Ça, ils ne sont pas compatibles, donc ils ne peuvent pas être chez nous. Je fais un exemple. Quelqu'un qui a une vie à l'extérieur de la société où il a besoin je sais pas, les apéros le soir avec les coworkers, il a besoin de, je sais pas, le sales kick-off pour rencontrer le reste de l'équipe, il a besoin de faire des dîners avec certains de... Quelqu'un qui n'a pas une vie sociale indépendante, il aura du mal avec Before.ai, parce que Before.ai, il est impossible, il est physiquement impossible. Je pense que la ville où on a plus de monde, ça doit être Buenos Aires, où on en a 4. Les autres, ils sont à peu près seuls dans chaque ville dans laquelle ils sont. Mais quelqu'un qui a besoin de la socialité de l'entreprise pour avoir sa socialité, ça c'est une condition très souvent fréquente aux US, il aura du mal dans une boîte complètement distribuée comme Before.ai. La boîte, disons, on avait 1 an, à peu près, oui, 1 an. On était une dizaine et on prévoyait d'en recruter une autre dizaine dans les 6 mois successifs. Et donc à ce moment-là, on a effectivement recruté, je pense que c'était une superbe idée de recruter donc une HR à temps partagé et qui nous a amené effectivement une possibilité de déléguer tout un tas de sujets qui sont spécifiques et critiques dans la gestion des personnes, entre autres, et nous a aidé à structurer tout l'aspect recrutement ensemble avec 2 apprentis. Donc cela, ça a permis effectivement d'avoir à la fois la capacité en volume, par exemple pour faire les premiers entretiens. On a eu dans les 42 qu'on a recrutés, on a eu juste 2 cas d'échec de recrutement, et dans les 2 cas, c'est parce qu'on n'avait pas suivi notre processus. Donc on a fait confiance à quelqu'un de l'extérieur, soit on n'a pas été rigoureux dans les 2 entretiens et on s'est raté. Voilà. Donc une chose qu'on a appris, c'est qu'on a un bon processus depuis le début. Il faut qu'on le respecte. Après, plus concrètement sur le distribué, je pense que c'est quelque chose qu'on est encore en train d'apprendre. C'est effectivement l'importance de l'asynchrone et du fait de travailler les outils et les process pour être à la base asynchrone. Donc ce que je veux dire par ça, c'est par exemple, même avec le board, on travaille en asynchrone. Donc ça veut dire, moi j'ai pas un board meeting qui se fait, disons, synchronous, tout le monde à le même endroit. Je leur envoie un document, ils contribuent sur le document, moi je leur réponds sur le document, et on fait des allers-retours comme ça. Jusqu'au moment où le document ça devient à peu près stable, et effectivement il y a des décisions à prendre. Alors là, oui, on a une call ou un meeting pour discuter la décision. Donc tout ça pour dire qu'il faut vivre ce type de culture, non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Déjà, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est effectivement des gens qui ne veulent pas changer leur façon de gérer les équipes, qui sont très confortables dans leur micromanagement, qui ont leur petit rituel quand ils vont au boulot, etc. Et qui, voilà, donc ils veulent revenir en arrière, avant le Covid, ainsi de suite. Donc, ça, malheureusement, je pense que c'est juste une génération qu'il faut attendre qu'ils passent à la retraite. Donc, quand ils ne seront plus là, le problème sera résolu. Après, il y a les gens qui assument le remote, mais ils n'arrivent pas à le faire fonctionner parce que je pense se concentrent trop sur l'aspect, disons, de gestion de temps, plus que les process de l'entreprise. C'est les process de l'entreprise qui doivent évoluer pour être compatibles avec la distribution ou être différents time zones, etc. Cela dit, moi, parfois, je reste aussi un peu surpris parce que si on revient en arrière de 10 ans, donc même bien avant Covid, il y avait des multinationales qui avaient des gens distribués dans plusieurs pays qu'on ne voyait jamais. Donc, je dis, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par le Covid. D'ailleurs,
Je dis souvent, j'avais lu dans un article, le moment qu'une boîte a plus d'un étage, on est déjà en train dans leur bureau, on est déjà en train de vivre les challenges de la distribution. Parce que les gens qui sont au deuxième étage ne vont pas à la même machine à café des gens qui sont au premier étage. Donc, toute cette histoire de créativité limitée, de challenge, de communication, ainsi de suite, honnêtement, c'est parfois un peu trop mis en avant, sachant que si on avait l'ambition d'avoir une société multinationale, ou en tout cas en croissance avec plusieurs bureaux, même en France, on aurait vécu les mêmes challenges qu'on voit quand on est en mode remote. Donc, voilà. Après, il y a tout un tas de bénéfices qui sont négligeables, qui sont impossibles à négliger, entre la réduction de coûts, la vitesse à laquelle on avance, l'attractivité de la boîte, l'épanouissement des gens, le fait qu'il y a une charge mentale beaucoup plus basse, j'en passe, je veux dire. Mais effectivement, je pense que c'est surtout un aspect culturel de management. Alors, on a parlé tout à l'heure d'employés qui doivent être compatibles avec le mode complètement distribué, et aussi le management qui doit être compatible. Donc, il faut qu'il soit des deux côtés, et c'est pour ça que je dis, avoir commencé de zéro avec toute la boîte fully distributed, ça nous a permis d'écrémer les candidats et laisser dehors les gens qui n'étaient pas compatibles avec notre mode de fonctionnement. Et donc être plus homogène là-dessus et avoir moins de difficultés. Je n'ai aucune envie pour les gens qui sont en mode hybride. Je pense que l'hybride, c'est de loin la chose la plus compliquée. C'est le plus difficile à obtenir un résultat parce qu'on aura des gens qui sont de philosophies différentes. On essaiera de faire un truc qui contente tout le monde, donc tout le monde est mécontent. Et si on revient en arrière, je pense que la vraie raison pour laquelle moi je crois dans le fully distributed, c'est parce que quand je travaillais dans cette multinationale et donc j'ai toujours vécu une espèce de glass ceiling, de plafond de verre, parce que je savais que les gens qui étaient aux US, dans l'headquarter, avaient plus d'opportunités juste parce qu'ils étaient plus visibles aux exécutifs. Et moi, j'étais en France, je n'avais pas envie de changer et je pouvais me dépenser combien je voulais en termes de capacité. D'ailleurs, j'ai réussi à avoir pas mal de jobs globaux tout étant en France, être le premier à l'avoir. Mais il y avait toujours des limites. Et bien, quand on est en mode distribué, tout le monde a la même base, les mêmes conditions. On est en mode méritocratie pure. On n'a pas de lieu physique, donc tout le monde a la même accessibilité au CEO sans aucune limitation. Donc s'il y a une limitation, c'est pareil pour tout le monde. Donc je pense que ça, c'est quand on va regarder vraiment et on le verra, je pense, dans les années futures, les boîtes les plus performantes seront celles qui ont su mettre en avant les talents, et le fait que le fully distributed rend la méritocratie plus pure, et bien, il va y avoir une corrélation. Je ne dis pas que ça sera toujours comme ça, mais je pense qu'on va trouver des corrélations entre performance et structure de l'entreprise. Le travail complètement distribué ou même l'hybride, c'est des nouvelles façons de travailler qui ont, à la mieux disons, d'expérience. Donc forcément, il y a des choses qu'on n'a pas encore compris, des choses que les gens doivent encore étudier, nous donner des best practices. On doit encore se casser les dents sur certaines façons de faire pour les apprendre. Mais imaginons, aujourd'hui déjà, la productivité d'une équipe distribuée est 5% plus élevée qu'une équipe en bureau ou hybride. L'attractivité, on sait déjà qu'entre les salariés, les employés acceptent une réduction de paye entre le 8 et 10% pour avoir du fully distributed. Et on est encore à la base. Donc, imaginons dans 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, quel sera l'avantage d'une équipe complètement distribuée. Donc, pour moi, quand on commence une aventure, et donc il faut penser à comment la société sera, disons, scalable et capable dans 10, 15, 20, 30 ans, je préfère utiliser une mode qui est déjà avantagée, tout encore à développer. Et après, bon, dans notre cas, c'est encore plus spécifique. Bien sûr, on est dans l'IT, on travaille dans la cybersécurité, nos clients sont aux États-Unis pour la grande majorité. C'est
ça serait plutôt idiot de faire le contraire. Si on était en train de construire une boîte pour faire des batteries pour les voitures, certainement les choix seraient différents. Donc, avec ça, je veux dire, fully distributed, c'est pas forcément l'idéal pour tous. Il faut l'assumer. Il y a des complexités qu'il faut savoir gérer. Et je pense qu'on peut toujours construire une équipe complètement dans le bureau. Ou hybride peut-être, mais avec les challenges qui vont avec. Encore, comme CEO, il faut assumer qu'avec chaque choix, il y a des avantages, des inconvénients. Il faut les travailler accordingly. Honnêtement, je n'arrive pas à mettre le doigt sur un inconvénient je ne m'attendrai pas dans une boîte qui ne soit pas fully distribuée. Donc, bien sûr, on a des complexités qu'on doit traiter, des choses qu'on continue à apprendre. Mais les choses que je vois, je pense que je les aurais eu pareil si on était en mode hybride, soit parce que je les ai vécues ou je peux me l'attendre de par ma expérience passée, ou en full office. Je n'ai vraiment pas une chose qui est spécifique ou fully distributed. Et le truc de la créativité, je fais souvent cet exemple Yahoo. Je pense que tout le monde peut-être se souvient que quand Marissa Mayer était revenue d'un Yahoo qui était enfin en train de se couler, la première chose qu'il a fait, il a arrêté le travail remote. Yahoo n'a pas devenu beaucoup plus créatif que l'était avant. Je veux dire, ce n'est pas la façon de travailler qui définisse la créativité d'une boîte. Et nous, d'ailleurs, on a un produit innovant, on est reconnu pour être les seuls à savoir le faire. Donc, ce n'est pas venu de nulle part, ça vient d'une équipe complètement distribuée. Donc, non, je pense que ça, c'est aussi une autre exagération. D'ailleurs, pour moi, c'est très amusant. Je suis souvent sur LinkedIn, donc je vois beaucoup de ces posts, surtout aux États-Unis, qui incitent sur le return to office ou tout ce qui va avec en termes de travail hybride, etc. Je lisais encore une autre, ça fait quelques mois, où voilà, le gros sujet était le centre-ville. Je vais souvent en New York, une ville que j'aime beaucoup, on a beaucoup de clients. Et donc, il y avait des conversations autour, il faut stimuler les gens à venir au bureau à New York parce que sinon, le commerce local va mourir, il va avoir du mal, tous les restaurants, etc. Et je me disais, mais l'urbanisme était le problème mondial. Tout le monde se plaignait de ces méga-villes qui devenaient de millions et millions de personnes. Et aujourd'hui, on doit s'assurer que les méga-villes persistent. Je veux dire, il y a quand même une réflexion sur les discours qui n'a aucun sens. Plutôt le contraire. Moi, en Italie, on entend beaucoup parler de villages qui ont été abandonnés, les maisons en euros pour essayer de les revivre. Une boîte comme Before.ai permet aux gens d'aller vivre dans un petit village en Italie avec leur Starlink et s'épanouir et redévelopper une civilisation distribuée qui est beaucoup plus naturelle. Donc, en général, je pense que la distribution est plutôt naturelle. On était contre-courant avec la centralisation des bureaux passés. Après, comme je dis, c'est une transition et je pense que les gens qui doivent passer par l'hybride, c'est certainement la phase la plus délicate. Ce qui est sûr, c'est qu'être complètement distribué, pour moi, c'est un accélérateur. Before.ai ne serait pas aussi grand et aussi en croissance si ce n'était pas, entre autres, parce qu'on est fully distributed. Merci à toi Luigi de nous avoir partagé un peu les coulisses de cette belle entreprise qu'est Before.ai. J'espère que tes propos éveilleront les esprits et permettront de voir le champ des possibles. En attendant, nous, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et on se retrouve bientôt au sujet du télétravail sur votre réseau social préféré. Ciao!